Bonjour au 43e forum de l'ORAP. Donc je vais faire l'introduction parce que notre présidente Sylvie Joussomme a été retenue dans une réunion incontournable. Donc je fais l'intro au pied levé. Donc le Conseil scientifique de l'ORAP vous propose pour ce 43e forum un sujet autour du workflow. En fait, si on avait organisé, je pense, ce forum il y a 4 ans, on aurait certainement tourné autour de la partie workflow assez classique du HPC, c'est-à-dire avec une partie pré-traitement, post-traitement, et donc on aurait eu certainement beaucoup de présentations orientées autour surtout du post-traitement et donc de la problématique de la visualisation d'un grand volume de données. Bon, quand on regarde les derniers forums qui ont eu lieu ici dans cette salle majoritairement, si on exclut, je dirais, le forum relatif au quantum computing qui était un peu spécifique, on a bien vu qu'on a abordé beaucoup de sujets en lien avec le big data, l'intelligence artificielle, le data analytique. Donc on voit bien que le panorama a changé fortement ces dernières années. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire, je dirais, une étude scientifique, je dirais, a à sa disposition beaucoup plus de technologies, beaucoup plus de techniques, beaucoup plus de données. Et donc, pour mettre tout ça en place, je dirais, il va falloir organiser tout ça pour des problèmes à la fois de coûts, d'éviter de dupliquer les données, à la fois de performance, de façon que les données migrent le moins possible d'un site à l'autre, à la fois des problèmes de sécurité, puisque les données seront sur des sites, je dirais, répartis. Et donc le forum, je dirais, essentiellement est là pour montrer tous les problèmes que l'on va rencontrer, les solutions qui sont déjà mises en place, et donc les petits bouts qu'on a vus dans les anciens forums, l'intelligence artificielle, le big data, etc., donc étaient les pièces d'un puzzle qui vont se mettre, je dirais, ensemble dans les nouveaux workflows qui vont être mis en œuvre à la fois dans l'industrie, mais aussi dans la recherche dans les années qui arrivent. Voilà, donc je vais laisser la parole à Isabelle qui va présenter les speakers. J'en profite pour dire qu'au niveau du CS, donc Violaine Louvet et puis Denis Vénant ont rejoint le conseil scientifique de l'ORAP. Voilà. Merci. Alain, je vais être rapide. Donc François Baudin, professeur à l'université Rennes 1 et également dirigeant de quelques startups, comme tu sais. Dans le passé. Dans le passé. Merci. Bonjour. Donc, moi j'ai abordé la question un petit peu l'idée de cette présentation, c'était de dire pourquoi on aborde ce sujet-là maintenant et avec les choix qu'on a fait. En fait, le cœur de cette affaire, c'est un peu ce qu'a dit Alain, c'est finalement la vision du HPC. On ne peut pas mettre forcément le supercalculateur au cœur de cette vision-là. Il y a énormément de choses qui ont bougé et ça, c'est lié essentiellement aux données. Alors, j'ai cité un certain nombre de projets et dans ces projets, par exemple, un que je connais mieux que les autres, les Smart Cities, eh bien, on veut mélanger des modèles, beaucoup de modèles. On a des systèmes de systèmes et on veut mélanger beaucoup de données qui sont issues de capteurs divers et variés. Et du coup, le HPC, pour faire tourner un modèle numérique, je vais caricaturer, mettait un modèle sur un supercalculateur, des données, un pré-traitement et un post-traitement, finalement, c'est une vision qui commence à s'estomper parce que finalement, on a besoin de connecter ces modèles à beaucoup plus de choses. Alors, la présentation est assez courte. Je commençais d'abord à présenter un petit peu la vision des applications, les ressources et puis les challenges. Là-dessus, je serai assez court sur les challenges puisque vous avez entendu parler toute la journée. Alors, la chose, c'est que les applications sont en train de passer des frontières. En fait, on se retrouve avec des applications numériques qui doivent traverser des frontières. Alors, ça va se caractériser, par exemple, l'IoT. L'IoT va amener une frontière autour des capteurs. On va vouloir prendre beaucoup de données qu'on va vouloir intégrer dans les modèles. L'urgent computing, qui lui, c'est une frontière plutôt d'usage.
C'est-à-dire que là, on va vouloir utiliser un supercalculateur, une machine pour calculer une situation de crise et prendre des décisions. Et puis, on se retrouve aussi avec toutes les techniques de l'intelligence artificielle qu'on va vouloir mettre partout. Je vais donner quelques exemples. Et puis un exemple, je vais un petit peu plus détaillé, qui est la construction des doubles digitaux. Alors, les doubles digitaux, ça consiste à essayer d'avoir une copie virtuelle numérique d'un dispositif physique, et puis on va vouloir pouvoir tester, anticiper, faire de la maintenance préventive, etc. Donc là, on va typiquement mélanger un ensemble de systèmes, un ensemble de modèles pour représenter, et puis l'ensemble des données, et on va vouloir confronter ces modèles composés avec des données qui vont sortir du dispositif réel, par exemple. Alors, quand on regarde, voilà, ça sort de ETP for HPC, dans les travaux de BDVA. Voilà un petit peu une représentation. Et on s'aperçoit que on va vouloir mélanger des mondes. En fait, là, c'est représenté par les entités. Par exemple, le BDVA, qui est un consortium autour du Big Data. On va trouver ETP for HPC plutôt côté HPC. On va trouver l'IoT. Et finalement, quand on veut composer des applications, on doit composer ces mondes. Et ça veut dire qu'il n'y a pas seulement une question technique, parce qu'il va falloir réussir à intégrer les choses. Et puis on voit ici l'orchestration, le workflow. Alors ça, dans cette image, à mon avis, le workflow, il va beaucoup plus loin. Il doit remonter jusqu'à la partie supérieure. Alors pour donner un exemple concret, qui est toujours celui que j'utilise, puisque c'est celui sur lequel on travaille, eh bien là, par exemple, on travaille sur la mesure de la qualité de l'air. Pour ça, on veut des capteurs qui soient mobiles pour éviter de multiplier leur nombre. Donc à Rennes, on les met sur les bus. Dedans, on a des unités de calcul qu'on va vouloir utiliser. Tout ça, ça va aller dans des serveurs intermédiaires qui s'appellent primary servers. Ensuite, dans des serveurs plus permanents. Ici, c'est le SPMD. Et puis finalement, on veut avoir les modèles numériques de dispersion de la pollution qu'on va vouloir faire tourner sur des supercalculateurs. Et quand on regarde, on a pas mal de choses là, parce que on a un propriétaire de bus, donc c'est lui qui va être propriétaire de l'infrastructure qui est dedans. On a le SPMD, qui est le service public métropolitain de la donnée, qui est relatif à la métropole. C'est la métropole qui est le propriétaire de ça. Et puis on a ici, c'est l'IDRIS, le supercalculateur. Et puis avec tout ça, on a de l'hétérogénéité de stockage, on a de l'hétérogénéité dans la communication, et puis on a des besoins de calcul relativement importants. Alors, juste pour illustrer le côté edge ici, eh bien, voilà ce qui remonte d'un bus. Donc ce sont des PM, les particules fines, et puis on a des pics comme ça, de temps en temps. Alors, on pourrait les éliminer statistiquement, mais en fait, là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de savoir, finalement, mon bus, est-ce qu'il n'est pas bloqué? Donc j'ai ses coordonnées GPS, donc je sais s'il avance, mais surtout, j'aimerais savoir s'il n'est pas scotché derrière un autre bus qui produit finalement des particules fines qu'on mesure. Donc contextualiser la mesure. Et pour faire ça, ce qu'on met, c'est qu'on met une petite dashcam. On ne veut pas sortir les images parce que c'est trop gros. Et la petite dashcam, elle va juste analyser les images qui sont devant le bus et nous dire il y a tant de voitures, tant de piétons, tant de camions et tant de bus. Et du coup, ça, c'est une puissance de calcul relativement élevée, parce que si on veut quelque chose qui tourne en quelques secondes, il faut quand même produire un calcul élevé. Donc si je regarde sur ce projet, qui est un exemple, j'ai une hétérogénéité massive dans les façons de calculer, puisqu'on a des Raspberry Pi, on a des NUC Intel, on a les nœuds de l'IDRIS, on a des machines internes, externes, etc. Et puis on a des problèmes de gouvernance, c'est-à-dire qu'on veut que cette infrastructure, elle est possédée par plusieurs personnes, mais on veut aussi que plusieurs utilisateurs puissent venir, par exemple, utiliser la plateforme qui est dans le bus pour rajouter des capteurs. On a besoin d'un tas de données, donc la météo, la topologie des réseaux, les réseaux, les capteurs, il y en a un paquet. Et puis on utilise plein de réseaux, LoRa qui est un réseau d'objets, la 4G, le Wi-Fi, les VLAN, etc. Du coup, quand je regarde les applications, telles que celles que j'ai citées, eh bien, on a des profils d'exécution qui commencent à varier beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des problèmes de streaming, c'est-à-dire des jobs qu'on veut vouloir voir tourner en permanence et collecter de la donnée. Et puis, ça va impliquer un tas de compétences.
plusieurs groupes de recherche, et on va devoir partager du calcul et du stockage. Et finalement, on se retrouve avec un problème qui est résumé ici comme le data logistique, qui peut être vraiment compliqué. Pas compliqué seulement pour des questions techniques, mais aussi compliqué pour des raisons politiques. Alors, côté ressources, si je détaille un petit peu, donc on a les capteurs et les instruments scientifiques qui vont produire de la donnée. Alors, quand on est très riche, souvent, c'est des gros instruments qu'on essaye de mettre de près des ressources de stockage et de calcul. Mais si on fait de la Smart City, c'est des instruments qu'on va mettre un peu partout et de qualités diverses. Et puis, on va retrouver donc des notions comme les edge, le fog, les data centers, le cloud, le HPC, je ne vais pas beaucoup en parler. Et puis, on va devoir se poser la question d'avoir une forme d'agilité dans les ressources. Et ça, c'est parce que quand on commence à construire ces applications, eh bien finalement, c'est pas l'application qui doit décider finalement où sont les ressources, mais plutôt mettre les ressources là où sont les besoins de l'application. Alors, juste sur le edge computing, donc ça, c'est l'idée de mettre du calcul très proche des capteurs. Alors, il y a deux choses que ça permet de faire, d'éviter de bouger les données, et puis pour des raisons de privacy, on ne veut pas sortir certaines données. Si je reprends mon exemple des dashcams dans les bus, je ne veux surtout pas sortir les images qui sortent des bus. Je veux sortir le comptage qui est issu du moteur d'intelligence artificielle, mais par contre, si je dis je sors les images, c'est interdit. Pas pour des... Alors, il y a des raisons techniques, c'est-à-dire que ça va me demander un débit trop important d'une part, et d'autre part, pour des raisons de législation et de négociation finalement avec la métropole et le service de bus, eh bien, j'aurais pas le droit de faire ça. Et ça, pour faire ça, on utilise les technologies du HPC, c'est-à-dire que mon edge, là, finalement, c'est très similaire à un nœud que l'on va retrouver dans un supercalculateur. Et tout ça, finalement, ça doit être intégré dans le data logistique, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est à la frontière que finalement, ça ne doit pas être intégré dans l'ensemble. Alors, une notion qu'on voit aussi beaucoup, c'est l'idée du fog computing. Et là, l'idée qui est derrière ça, c'est de dire, finalement, quand je commence à construire des choses à une grande échelle, par exemple une Smart City, eh bien, je vais avoir à mélanger un tas de choses, du cloud, et tout ça, finalement, il doit y avoir une forme de fédération qui doit être consistante. Donc, c'est des modèles, j'ai des modèles qui sont distribués, toutes mes ressources sont distribuées, je veux pouvoir faire du calcul, de l'analyse de données, etc. Et finalement, je veux que l'ensemble de ces ressources puissent être gérées de manière un peu homogène, de façon à ce que développer une application ne soit pas non plus une négociation de gré à gré à chaque fois que j'utilise une ressource, ce qui peut fortement compliquer. Et finalement, quand on regarde ce qui unifie ça, eh bien, c'est la notion de workflow. Et pour unifier cette notion de workflow, finalement, il faut que les ressources fournissent des API qui soient au minimum avec une forme de base commune qui permettent de l'utiliser. Alors ça, évidemment, c'est très compliqué parce que les questions de sécurité sont très faciles. On peut très vite les dire. Ah, mais sécurité, donc interdit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une présentation invitée de l'IDRI sur la sécurité. Et aussi, comment est-ce qu'on gère les ressources, comment on facture, etc. Parce que ce n'est pas évident. Si je commence à laisser des données sur un serveur, combien de temps j'ai le droit de les laisser? Et puis ce stockage que j'utilise, finalement, il n'est pas disponible à quelqu'un d'autre. Alors, la dernière notion sur les ressources, là, c'est la question du stockage agile sur lequel on réfléchit. Et l'idée, c'est que en fait, finalement, les applications, elles changent beaucoup. Les besoins en stockage peuvent changer beaucoup. Pour vous donner juste une idée concrète, on discute toujours sur ces questions de qualité de l'air. On a ces projets où on collecte beaucoup de données de capteurs. Et puis les capteurs, on augmente le nombre de capteurs. Et finalement, avec Airbreeze, on se dit pourquoi on n'aurait pas un nœud à nous de stockage. Le problème, c'est que si on commence à mettre des petits NAS partout, comme ça se fait d'habitude, c'est pas robuste, ça manque de substrat technique qui fait que ce sont des solutions long terme. Et finalement, quand je suis dans des projets de recherche, mes données, j'aimerais les partager avec d'autres collègues, parce que j'ai déjà plein de demandes, parce que si on a un beau jeu de données sur la qualité de l'air, plus toutes les données environnementales qui vont avec, la topologie, la ville, je vais avoir envie de les partager. Et pour ça, il faut que ce soit
une idée, il faut que ce soit finalement une forme de fédération. C'est-à-dire que l'idée derrière ça, c'est de dire il y a des specs communes, il y a un certain nombre de standards à utiliser, et si je veux un nœud, je crée mon nœud et je l'enrôle dans cette fédération. C'est ça qui est proposé. Et l'initiateur là, qui nous a donné l'idée avec Jean-Pierre Villotte autour de ça, c'est Alex Halley qui développe un truc qui s'appelle Open Storage Network. Et l'idée, c'est que finalement, on mutualise la conception technique et les specs de l'ensemble, autant logiciel que hardware. Donc si je conclus sur les ressources, on a besoin de fédérer. Et fédérer des choses qui sont privées et publiques. On ne peut pas simplement dire je vais tout mettre dans les centres de calcul. Ça ne marche pas parce que les données sont produites déjà ailleurs. Et puis finalement, est-ce que c'est le rôle des centres de calcul que de produire tous les services associés au cloud ? Donc il faut fournir finalement, on est face, il va falloir quand même essayer d'arriver à une notion de framework, d'infrastructure orientée service sur lequel on peut dire voilà, tu peux être fédéré, mais si tu fournis ces services de base avec toutes les questions de sécurité qui vont avec. Et puis il y a un autre problème, c'est que dès qu'on bouge des grands volumes de données, on ne peut plus se contenter de les envoyer par Internet. Il faut commencer à se poser la question des tuyaux et des content delivery network. C'est-à-dire que le fait que dans Internet, on ne se préoccupe pas trop du trajet pris par une requête, et finalement, ça marche tant que les volumes ne sont pas très élevés, mais dès qu'ils deviennent élevés. Et finalement, ça pose aussi la question de comment on relie les ressources, ne serait-ce que les HPC Centers en France et en Europe, pour leur mettre des tuyaux importants de façon à pouvoir fédérer l'usage de ces ressources en fonction des applications. Alors, un truc important, on pourrait tenter aussi d'aller vers l'homogénéisation. Et ça, c'est même pas la peine d'essayer. C'est un travail qu'on a commencé dans BIDEC avec l'idée de la convergence. Et puis, au fur et à mesure qu'on travaillait sur la convergence, on a dit on va définir une stack logicielle la plus convergée possible. C'est-à-dire dire, il va falloir augmenter, rajouter les technologies du big data. Puis, au fur et à mesure qu'on commence à mettre ça, on finit par mettre tout l'univers. Et ça, on voit bien que ça marche pas. Donc du coup, on se retrouve avec des choses hétérogènes. On n'a aucune chance. Par contre, on a envie de promouvoir l'utilisation des containers et des choses comme ça. L'aspect gouvernance, l'aspect technique finalement dans cette affaire-là, de mon point de vue, elle n'est pas forcément... On dispose d'énormément de technologies. Il y a énormément de solutions qui existent. Vous allez en entendre parler aujourd'hui. Par contre, la question de la gouvernance, elle est très très difficile. Et puis finalement, on a besoin de structures permanentes, mais aussi de structures agiles. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout à l'histoire qu'il va y avoir un grand repository des données scientifiques dans un coin, tout le monde va venir se mettre là-dedans et il n'y aura pas de bureaucratie. Ça, à aucun moment ça va arriver. Et du coup, plutôt que de dire on va avoir d'un côté quelque chose de très structuré et de l'autre quelque chose de totalement anarchique, peut-être qu'on a intérêt à avoir quelque chose, une notion de fédération, et de manière à ce que chacun puisse devenir un nœud de cette fédération. Et puis un sujet toujours que je remets sur la table qui est l'archivage, qui est toujours quelque chose de très sous-estimé. Pour juste vous donner un exemple, j'ai eu cette discussion. Donc à Rennes, il y a cette histoire de monter un service public métropolitain de la donnée. C'est plutôt l'idée de fédérer l'ensemble des acteurs qui produisent de la donnée, publics et privés de la métropole. Et puis on se dit, oui, il y a des PME, des sociétés, enfin pas que des PME, qui collectent de la donnée. Ces données, à un moment donné, elles peuvent devenir importantes. Qui va les archiver ? On sait que les sociétés, ça va et ça vient. Cependant, on a il y a des jeux de données qui sont d'une importance pour le futur de la métropole, parce que les données anciennes, finalement, c'est la validation des modèles futurs. Et du coup, qui va payer ça ? C'est toujours une question très difficile. Là, c'est des chiffres à peu près, on retombe toujours sur la même chose. 1 pétabyte à stocker, c'est 50 kg € par an. Le jour où vous avez 2 pétabytes, c'est 100 kg €. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit dans les budgets actuellement. Il faudra bien que ça y rentre. Alors, donc, du côté des workflows, du coup, quand on a étendu la notion d'application en disant ça va de l'edge, des capteurs au supercalculateur, eh bien, les challenges derrière les workflows sont des challenges de data logistique et de capacité à mobiliser les ressources de manière
fédéré, et que chaque utilisateur d'une application, développeur d'une application, ne se retrouve pas à négocier autant de contrats qu'il y a de ressources dans son environnement. Donc ça, s'il y a des questions d'orchestration, on retrouve l'intelligence artificielle un peu partout. Je vous disais, pour compresser les données, finalement, pour retrouver des représentations beaucoup plus simples, on a envie plutôt de les mettre le moteur d'inférence à l'edge plutôt que sur le supercalculateur. Et de même que dans l'application HPC, on voudra en mettre aussi un peu. Et tout ça autour d'un continuum de ressources sur lequel on doit pouvoir être capable d'organiser une logistique de données. Alors, en conclusion, ce qu'on veut, c'est finalement faire tomber des frontières entre des systèmes qui sont pour adresser les questions scientifiques. Et ça, le fondement de ça, il est assez trivial. La donnée, elle est produite quelque part, et la vitesse de la lumière est entre le centre de calcul et puis l'endroit où sont produites les données. Et il y a aussi les questions de privacy et de propriété qui font que, de toute façon, si les systèmes ne deviennent pas un petit peu perméables, n'offrent pas des façons de se gérer qui soient un peu souples, eh bien on aura énormément de mal à développer des applications, et finalement ce seront les meilleurs en bureaucratie qui y arriveront. Donc il y a un problème technique, mais les solutions techniques, finalement, il y en a beaucoup sur la table. Il faut quand même réussir à les... C'est pas forcément suffisant, mais il faut régler le problème de la gouvernance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait une infrastructure, par exemple à l'échelle d'un pays, qui permette de déployer les applications le plus simplement possible. Et ça, évidemment, ça suppose de prendre à bras-le-corps les questions de sécurité et de privacy. Ça qui est plutôt bien fait par les acteurs du cloud en général, et de manière à garantir finalement qu'on va pouvoir faire des choses tout en préservant des questions d'accès. Voilà, c'est fini. Merci. On a le temps pour une ou deux questions. François, justement, les derniers points que tu as évoqués, est-ce que tu pourrais les développer un petit peu sur les aspects sécurité quand on a une orchestration agile, je dirais? Typiquement, si je prends le cas des discussions qu'on a avec l'IDRIS en particulier, on veut faire entrer de la donnée on veut connecter le modèle à des éléments de stockage et de calcul qui sont à l'extérieur. Et ça, on ne va pas faire un logging password à chaque fois. Donc finalement, il faut donner des moyens d'accès qui soient... on peut imaginer des choses à la Dropbox, c'est-à-dire j'ai une application, elle a un token, ce token peut être évoqué, puis si ce token est valide, et bien finalement j'accède à la ressource. Et alors ça, c'est peut-être un peu extrême côté centre de calcul, mais par exemple dans les discussions là qu'on a, il y a les notions de compte mandataire qui permettent finalement d'organiser les workflows techniques sans avoir quelqu'un derrière qui doit se loguer, ou toujours la même personne, etc. Donc c'est très concret en fait, et pas trivial, parce que qui porte la responsabilité? Donc dès qu'on établit un dialogue machine à machine, finalement, qui porte la responsabilité en cas de problème? Et là, il y a une vraie difficulté. Mais si on se retranche derrière la sécurité pour dire non, là on prend zéro risque, eh bien on aura des systèmes fermés qui vont être contournés parce que les gens vont aller ailleurs. C'est simplement ça, le dialogue machine à machine. Si on veut faire des workflows, il faut que les machines puissent parler entre elles. Une autre question? Pas de questions. Merci beaucoup.